Et les gros bidous, je suis plus qu'emballée à l'idée de vous parler aujourd'hui du Daughters of the Moon, les filles de la lune, que j'ai dans sa version néerlandaise, Dochters van de Maan. Ouais, trop cool! Je pense que la raison pour laquelle ce tarot m'emballe franchement, c'est que c'est un tarot historique qui a une grande importance historique, dans l'histoire des tarots féministes. C'est un tarot qu'on peut qualifier de pionnier, qui se place aussi à un tournant historique par rapport à certaines formes de spiritualité féministe, en particulier le mouvement de la déesse. Et donc, il est important pour tout un tas de raisons. En réalité, j'ai longtemps cru qu'il était épuisé. J'avais l'impression que la version en anglais, c'était impossible de la trouver, à part ultra chère. Et j'avoue que je n'y ai pas mis particulièrement d'énergie dans sa recherche. En réalité, il paraîtrait que Fiona Morgan, qui est l'autrice du livre, et une des créatrices des nombreuses cartes, de 76 cartes, est décédée l'automne passé, mais que jusque-là, il y avait moyen de la contacter personnellement pour acquérir des tarots auprès d'elle, notamment des différentes éditions. Mais là, on va revenir là-dessus, parce qu'on va commencer à parler de plein de choses si on commence à discuter de ça. Et en fait, j'étais du coup super contente d'avoir trouvé sur le site tarot.nl la version en néerlandais. Bon, bah moi, ça me dérange pas, puisque du coup, j'ai une connaissance passive tout à fait ok du flamand, et le néerlandais général, du coup, bah, à l'écrit, c'est sensiblement la même chose, donc ça va. Bon à savoir pour cette vidéo aussi, c'est que je vais alterner les visions sur mes cartes qui sont là et les visions de phase, donc on va bricoler un peu. Je vais partir dans tous les sens parce qu'à la fois je vais vous présenter chacune des cartes du tarot, on va faire ce qu'on appelle un walkthrough et en même temps bah, on va aussi évidemment être obligé de se plonger dans des considérations sur l'histoire du féminisme, l'histoire du tarot, l'histoire de la réappropriation du tarot, et donc ça va être vague. Je vais essayer de capter un maximum de toutes les idées que j'ai en tête sur ce sujet parce que j'ai tellement déjà envie de m'étendre, de parler de plein de choses, et je vais surtout vous mettre en dessous la trame chronologique afin de pouvoir suivre et piocher les parties qui vous intéresseront plus que d'autres, parce que, à n'en pas douter, moi je suis dans mon dada. Là, on est dans les sujets qui me plaisent au possible, mais à n'en pas douter, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, les aspects pratiques. Ça nous donne quoi? Le jeu a été publié initialement en 84 et il était en préparation depuis 1976. Avant de s'appeler Daughters of the Moon, il s'est appelé le tarot matriarcal. Et alors là, évidemment, vous imaginez bien qu'avec un terme aussi chargé, on va déjà avoir plein de choses à discuter par la suite. C'est un tarot collectif qui émane de différents groupes de discussion entre femmes à l'époque. Et elles ont pris du temps pour dessiner le tarot et surtout déconstruire le tarot et proposer un tarot qui était une alternative au tarot habituel qu'elles estimaient être profondément patriarcal. Donc ça s'inscrit dans un mouvement de spiritualité de la déesse, et ça on va vraiment prendre le temps d'en discuter. Et ça bouscule non seulement en partie les codes du tarot, la forme du tarot, mais la forme littéralement, puisqu'on a un jeu rond et on est dans les premiers jeux ronds. La même année, je pense, plus ou moins, est sorti, donc vers 84, est sorti le Mother Peace Tarot, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, en particulier au niveau de son appropriation culturelle. La première version du tarot était une version en noir et blanc. C'était super sympa parce que les gens étaient du coup invités à dessiner elles-mêmes les cartes, donc c'était vraiment une chouette initiative. Et au début des années 90, 90, il y a eu une volonté de publier une version
coloré de ce tarot. Donc la peinture a été faite par une partie des membres de l'équipe. Ouais. Donc la première chose que je vais peut-être dire de ce côté-là, c'est que cette version-ci, la version néerlandaise qui date a priori de 1998, a un coloriage, une palette de couleurs qui est beaucoup moins vive que la palette originale que j'ai trouvée sur la plupart des tarots anglophones, la plupart des versions que j'ai pu voir. Par exemple, ce bleu-là est ultra turquoise sur la version... sur l'autre version, les couleurs ressortent beaucoup plus. Bon, j'ai pas de quoi vous montrer pour comparer, mais je vous invite à regarder ça sur YouTube ou sur Instagram, même si Instagram avec les filtres, c'est un petit peu plus difficile de s'y fier. Donc voilà, ça c'est peut-être la chose intéressante à savoir. Donc apparemment, comme je vous disais, jusqu'à quelques mois, il était encore possible d'acheter auprès de l'autrice Fiona Morgan la version en noir et blanc de ce jeu. Ça devait être super intéressant. J'adore l'idée des jeux qu'il faut colorier. Donc ce jeu part super cher sur des sites de vente et tout ça anglophones. Je sais pas dans quelle mesure c'est justifié ou pas, je sais pas vraiment où il y a moyen de les trouver. Toujours est-il, c'est vraiment un grand classique. Il y a plein de féministes, et en particulier de lesbiennes de la deuxième vague, hein, qui étaient actives dans les années 70, 80, 90, qui vont vous parler de leur expérience avec ce tarot-là. Voilà. Il est vraiment très très apprécié. C'était aussi une période d'effervescence par rapport au tarot féministe et ou lesbien, puisque c'est la même année, 84, qu'a été publié le fameux tarot de Théa que j'adore et dont je vous ai déjà parlé en vidéo, donc je mettrai le lien aux endroits opportuns. Bref, restons sur les aspects pratiques. Donc cette version coûte 28,50 €, je pense, sur le site tarot.nl. Il existe une version du site en français, donc c'est assez facile. Alors, on est sur du papier brillant bien dégueulasse. une bonne vieille boîte à l'ancienne. Maintenant, on fait plus ça, mais apparemment, cette édition, elle date de 98. Alors, je suis pas sûre. J'ai pas pu trouver l'information exacte des rééditions en néerlandais, et pour tout vous avouer, je l'ai pas forcément cherché avec beaucoup d'attention. Mais donc, voilà. Maintenant, on n'a plus des tarots ce genre de qualité, donc c'est une boîte à rabat. Ouais, bon, je vais pas la rouvrir. C'est brillant au possible. Heureusement, les cartes le sont beaucoup moins. Bon, voilà, moche. Peut-être que ça peut être intéressant de constater que les images, la couleur ici est peut-être plus proche de la couleur des images sur le tarot dans les éditions anglophones. À checker. Donc, on a un joli livre dans cette version en néerlandais. Je vais le retourner pour vous, mais sachez que les tâches ne sont pas les tâches qui venaient avec le livre, c'est les tâches que j'ai déjà faites parce que c'est moi. Voilà. Et donc, on a... Ça m'arrange, j'ai eu la carte de l'Amazon en double et je l'ai déjà fait tomber et du coup je peux dire que voilà, ça s'abîme vite, hein, comme on pouvait s'en douter, mais heureusement j'ai fait ça avec la double que j'ai utilisée ici comme marque-page. On a un truc sur la maison d'édition qui montre bien, parce qu'il fallait envoyer un mail pour commander et tout, alors que maintenant le site est super développé, que ça se tient, ça doit vraiment être une ancienne version. Et en 98, moi je commandais pas encore sur internet, mais bon, c'est vrai, à l'époque on envoyait des mails ou des courriers pour accéder au truc. Hein. Souvenez-vous, cette première page-ci, dans la version anglophone du tarot, elle est sur une carte supplémentaire. Donc, c'est les illustrations, les personnes qui ont participé aux illustrations, les personnes qui ont participé à la peinture. Et un petit détail pratique qui a son importance, donc on va le citer maintenant. Il y a 2 cartes des amantes. Bon, c'est marrant parce qu'ici, elles ont appelé ça minares, ça veut dire amante, mais sur les cartes elles-mêmes, c'est de Lievelingen. Je pense que ça se dit Lievelingen. Et donc, ça voudrait plutôt dire les amoureuses. Voilà. Donc... Excusez-moi, les questions de traduction, on peut s'embêter longtemps avec ça. Donc, il y en a 2 pour les différentes préférences sexuelles. En tout cas, c'est comme ça que c'est traduit. Donc, ça veut dire qu'il y a une carte avec des personnes qu'on est invité à lire comme des femmes et des personnes qu'on est invité à lire comme des hommes. Maintenant, comme vous savez certainement, le genre d'une personne ne se lit pas forcément sur son corps. Et moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment la possibilité d'utiliser ce tarot.
de geliefden et Soria. Il y a vraiment la possibilité d'utiliser ce tarot sans lire particulièrement, sans déduire un genre en lisant les corps. Puisque du coup, on n'est pas dans un contexte hétéronormé. On pourrait aussi ne pas le voir dans un contexte qui est cisnormé, qui voit tous les corps comme cisgenres. Donc voilà. Pour ça, je trouve ça assez intéressant. Donc là, on peut choisir d'en utiliser qu'une seule ou d'en utiliser deux. Et il y a aussi la carte de la femme coyote qui permet de ne pas utiliser la carte de Pan. Donc c'est 2 cartes du diable. En réalité, il y a même 3 cartes du diable en ce tarot. Donc on nous dit c'est pour les personnes qui ne veulent pas voir d'hommes apparaître dans ce tarot. Donc ça, c'est vraiment... On est absolument dans une tradition féministe à l'époque de se dire mais puisque le tarot est aussi patriarcal, on prend le parti pris de ne représenter que des femmes. Donc ça c'est le problème principal de ce tarot, c'est que du coup quand on dit femme, on veut dire personne avec des seins et une chatte quoi. Et on représente des corps qui ne sont pas stéréotypés parce qu'on n'a pas ce regard sexualisant, relou, regard masculin. Donc on a une certaine diversité des corps. Certaines, hein, c'est loin d'être parfait. Mais voilà, il y a eu cette volonté de ne pas mettre de corps masculin au sens binaire, au sens essentialiste de ce qu'on entend par un corps masculin ou un corps féminin. À remettre dans le contexte de l'époque et on reparlera, à n'en pas douter, plus tard de ce qu'on entend par le contexte de l'époque. Et là, on nous redit qu'originellement, cette création s'appelait un tarot patriarcal et on nous remet le nom des créatrices Fiona et Shekinah Mountain Water. Voilà, c'était quand même important de profiter de cette première page pour déjà revenir sur certains éléments. Je bouge ma table sur roulette. Alors, on a la table des matières. Et donc là, on a vraiment le fonctionnement de cet arcane majeur qui sont renommés ici les arcanes de l'éther. Et puis, on a les différentes suites qui ont été aussi renommées avec l'arcane des flammes, Flames en anglais, donc ça se tient. L'arcane des Kelken, c'est les coupes et ça n'a pas changé. Les Bladens et Blades, les Bladen et les Blades, donc en anglais, ce sont les lames pour les épées et les pentacles restent les pentacles. Bon, on a quand même une modification par rapport à la tradition du Marseille qui les aurait appelés les deniers. Il faut savoir qu'il y a moins de cartes dans ce jeu. Les cartes des arcanes mineurs, les figures ont été renommées selon le principe de la jeune fille, la mère. Est-ce qu'on a on n'a que des jeunes filles ici. La mère et la vieille femme. Voilà. Encore une fois, on est vraiment dans un contexte de l'époque. Et on reviendra dessus en voyant les images a priori. Il y a un système qui est propre par rapport à chacune des cartes. Où vous voyez, on a des noms qui sont un peu spéciaux sur les numérotations. Ça peut faire penser au tarot de Thoth, mais ça n'est pas du tout le système du tarot de Thoth. Vous avez certainement vu sur certaines illustrations, on a cette même inspiration très Thoth dans les images. Pardon, je vais le laisser faire la mise au point. Je vais prendre un exemple, si je le trouve. Mais en même temps, c'est pas ça. Bon, par exemple, ça pourrait nous faire penser... Il y en a d'autres qui ont plus cette espèce de géométrie sacrée qui peut faire penser au Thoth, qui est un système que je connais pas du tout. Donc, voilà, tout ce que je vais pouvoir dire sur le tarot de Thoth va forcément être très parcellaire. Je n'y connais absolument rien et je ne trouve pas l'exemple. Donc, on le verra tout à l'heure. C'est super, super, super dommage, je trouve, d'avoir ce livre en néerlandais si vous comprenez pas le néerlandais parce qu'il est vraiment super complet et il est super intéressant pour moi avoir ce tarot. Maintenant je l'ai entre les mains, je me dis putain il est trop chouette, ça va être vraiment un tarot que je vais pouvoir utiliser au quotidien, formidable. Mais a priori ma démarche elle est plutôt d'avoir un tarot historique qui est important à la fois pour l'histoire du féminisme, pour l'histoire de la spiritualité féministe et aussi dans l'histoire du tarot. Et donc, a priori, si c'est pour ça que vous voulez l'avoir, c'est vrai que si vous ne comprenez pas le néerlandais, c'est quand même fort, fort dommage, quoi. Fort, fort dommage.
Du coup, bah, j'ai cherché un peu en ligne si jamais il y avait moyen d'avoir le PDF du texte en néerlandais, en anglais, quoi, parce que du coup, voilà, les vieux bouquins comme ça, parfois, légalement ou non, on peut les trouver. Et j'ai rien trouvé, mais enfin, j'ai pas fait des recherches très approfondies non plus. Ce que vous voyez que j'ai fait, parce que bon, il y a des traductions qui sont très littérales, pas de problème, mais j'ai quand même regardé des vidéos de walkthrough en anglais pour bien noter tous les noms dans la version anglaise, pour être sûr de pouvoir d'accéder à ce qui est dit Verdrit, Soro, ça c'est bon, c'est pas Storm et Storm, c'est bon, c'est le même. Bah, y a des choses qui sont peut-être bon, Terugtrekken, ça me semble correct, le retrait. Mais il y en a d'autres, ou bien des mots juste que je connais pas, comme la personne qui erre, l'errante, The Wanderer. J'ai besoin de regarder en anglais et ça me permet d'être sûr d'avoir le nom exact. Donc voilà, ça c'est assez simple. Je pense que du coup, si vous connaissez la structure du tarot, vous allez vous y retrouver en changeant les noms. Mais d'un autre côté, c'est compliqué parce qu'il revoit vraiment fort la structure du tarot et que le texte est quand même une partie de l'intérêt de cet ouvrage. Et donc, en dehors des textes, des cartes, donc j'ai pas tout lu, mais c'est vraiment super intéressant. Le néerlandais est une langue qui peut être assez difficile parce que au niveau littéraire, c'est parfois très différent du néerlandais parlé. Déjà, les néerlandais parlés sont parfois aussi très différents d'un endroit à l'autre. Par exemple, j'ai un mal pas possible à comprendre le néerlandais de Hollande. Mais si vous avez une connaissance passive du néerlandais, ok. Donc pas les basiques, vous êtes en Belgique et vous avez fait vos secondaires en néerlandais ouais, vous avez fait du néerlandais 4 heures par semaine en secondaire dans une école wallonne. A priori, vous allez galérer parce que bon, quand même, il y a du niveau. Mais c'est pas du néerlandais complètement trop dur, trop littéraire. J'ai vraiment du mal à lire le néerlandais. Je vous le dis honnêtement. Et j'ai fait de la traduction de néerlandais pendant 10 ans au niveau du travail et j'ai travaillé dans des environnements bilingues, donc c'est pas que j'ai des problèmes avec le néerlandais, mais la lecture du néerlandais c'est quand même très compliqué pour moi et je dois dire que celui-ci est très facile à lire, je pense, parce qu'il est juste bien traduit de l'anglais en fait, et du coup il y a cette simplicité de la langue, de la structure des phrases anglaises. Ne pensez pas que je méprise l'anglais, mais je trouve que c'est une langue qui est facile à lire, qui fait que donc ce texte en néerlandais est facile, mais pour les gens qui ont un certain niveau. Sinon, c'est tellement dommage de passer à côté. Franchement, très dommage. C'est rempli d'éléments très intéressants. Et voilà, du coup, je ne sais pas si je conseille à des francophones de prendre cette version-ci, parce que je pense que ça va être quand même difficile d'appréhender le tarot si vous n'avez pas de connaissance du tout du néerlandais. J'ai l'impression que la structure fait qu'il y est vraiment propre, fait que ça va être un peu compliqué. On va parler quand même de la qualité des cartes. Je pense que ça vous a pas échappé. C'est nul. Attention, quoi. On peut pas les mélanger n'importe comment. Elles sont fines, mais pas trop. C'est du carton. C'est pas du papier de carte ni rien. Elles ont pas trop de flexibilité. Bon, là, elles sont juste à côté de mon anneau LED, donc forcément, elles attrapent fort la lumière, mais sinon, honnêtement, ça va encore, parce que du coup, elles sont ni mates ni brillantes, quoi. C'est juste du carton laminé de façon rien en fait. Vous allez voir, vous avez certainement déjà vu, c'est ultra mal centré. On a cette question des copyrights ici. Alors c'est rigolo parce que sur certaines cartes, on voit, il y a une signature des personnes du groupe qui ont travaillé dessus. Et parfois, il y a en plus le copyright donc d'Homme pour Daughters of the Moon, la date de la première édition en version colorée, et puis la date de l'édition par les éditions néerlandophones en 98. Donc déjà, c'est embêtant. Maintenant, on fait moins ça. Ou quand il y a des copyrights sur des cartes, on va les mettre sur l'extérieur ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est beaucoup plus ça dans les années 90. Et donc déjà, c'est moche. Parfois, elles sont plus ou moins bien centrées. Je sais pas si vous voyez, il y en a certaines où l'angle est un peu bizarre. Bon, pourquoi pas, après tout. Mais c'est surtout que la bordure, elle est très mal centrée sur certaines cartes. C'est pas du tout cohérent. Parce que là, on voit que si je la mettais loyauté au milieu, la carte, son axe est quand même vraiment étrange, quoi. Bon, moi, ça me dérange pas parce que c'est un tarot historique. J'achète pour ça. C'est pas un truc indépendant ou hors de prix ou un truc mass market où du coup, ils ont les moyens, franchement, de faire ça facile. Là, c'est un truc mass market, hein. Y a pas de souci, mais c'est pas un truc mass market de maintenant. Mine de rien, ça fait déjà 23 ans, 98.
Et comme je vous répète, je suis toujours contente quand j'ai des tarots qui ont mon âge, qui datent de 84, ça me donne toujours un sentiment de, de devenir d'un autre monde, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, qualité des cartes ridicule et en même temps, ça va encore. Elles sont très grandes. Donc ça, c'est plus compliqué à mélanger. Donc de Hex, la sorcière, si vous connaissez un peu l'allemand et tout ça, c'est un peu toujours la même chose. C'est l'équivalent du magicien. Mais on va vraiment revenir là-dessus. Ah oui, aussi, les couleurs des bordures, elles ont dû être choisies en fonction de la couleur des cartes. Et il n'y a rien de particulier qui y est associé. Il n'y a pas de code couleur a priori. En tout cas, pas à ce que j'ai remarqué, autre que le fait de respecter le choix de la carte. Bon, bah là, pour le coup... bref, je ne vais pas rentrer dans les détails des codes couleurs. À l'époque, le mauve, parmi ces nombreuses symboliques, on estime souvent que c'est la couleur de l'intuition, c'était aussi la couleur des lesbiennes. Et c'est très important dans le contexte du féminisme de ces années-là de rappeler l'affiliation, la généalogie lesbienne de ce jeu. D'ailleurs, voilà les fabuleuses amoureuses sur cette sublime carte, j'adore. Donc, c'est gros et c'est grand. Voilà, le TA est un tarot de taille classique et donc on a plus ou moins la même hauteur, mais du coup, bah, c'est le diamètre, quoi. donc ça fait grand. Ça fait très grand comme format de carte. Que dire du coup là-dessus? J'ai jamais eu le Motherpiece, qui est un autre jeu rond historique. Je l'ai jamais eu en main en version grande. Je l'ai eu en version mini, donc je sais pas dire à quel point il était grand ou pas. Il y a un autre tarot rond qui est vraiment très très chouette, qui s'appelle le Gorgon's Tarot, qui a été publié il y a 5-6 ans. Qui est aussi assez féministe et tout ça, qui s'inscrit en partie dans cette tradition-là, c'est possible en tout cas. Lui était plus gros, plus épais, les cartes étaient vraiment épaisses, et alors par contre les cartes étaient mal laminées avec un fini brillant, mais horrible, elles collaient entre elles et tout ça. Pour moi, par rapport au fait que j'ai des mini-mains et qu'en plus je suis hyperlaxe, c'était pas du tout maniable. Maniable. Celui-ci, je trouve que ça va encore, mais il faut, voilà, il faut jouer, il faut trouver sa méthode. Les cartes collent pas, c'est quand même déjà un avantage. Je vous sors le Wild Unknown Archetypes parce que c'est un autre jeu d'oracle pour le coup, rond, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et que beaucoup de gens ont, donc ça va pouvoir vous permettre de vous faire une idée. Donc là, on a un fini velouté très agréable. Les cartes collent un peu au début, mais après, elles collent plus du tout. Et donc, on a quand même un jeu qui est considérablement plus grand. Je vous le dis parce que beaucoup de gens estiment déjà que celui-ci n'est pas maniable. Donc là, on a 78 cartes. Moins une parce que j'en ai une qui est ailleurs. Et dans celui-ci, on en a 76. Et vous voyez que du coup, bah, les cartes ici, comme c'est du carton, elles sont moins épaisses. Mais comme c'est plus grand, bah, par exemple celui-ci, il y a moyen de faire des espèces de techniques pour le mélanger comme ça ou autre. Ou avec des petits tas, c'est vraiment pas possible avec celle-là. Donc là, vous avez un point de comparaison qui peut vous aider à avoir une idée de la grandeur des cartes. Bon, j'arrête de vous dire à peu près à propos de tout. Non, mais on en reparlera plus tard, et on va en reparler, c'est maintenant, c'est plus tard. Donc, ce jeu est vraiment très important. Parce que... Donc, qu'est-ce qui a amené toutes ces féministes dans les années 70, 80 à retravailler, à réinvestir le tarot et à le modifier? Il y a une certaine frange du féminisme à l'époque qui était très préoccupée par la question des représentations, de l'imaginaire, et par le fait que notre imaginaire a été pendant des siècles et des siècles opprimé, restreint, contraint par le patriarcat, et qu'on a intérêt à se réinventer, à s'approprier nos figures, à creuser dans le passé, à réécrire ce passé. C'est ça qui est peut-être compliqué à comprendre quand on parle d'une espèce de féminisme de la déesse, c'est que c'est jamais simple de savoir, parce qu'il y a une infinité de féminismes, qu'il y a des féminismes et non pas un féminisme, et qu'on ne parle jamais en général du féminisme, évidemment. Donc ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'il y a évidemment une partie, une frange de ces féministes à l'époque, qui s'est attardée sur
le fait de chercher dans la préhistoire l'évidence qu'il y avait des sociétés matriarcales. Par matriarcales, elles entendaient principalement des sociétés qui étaient matrilinéaires, donc qui n'étaient pas patriarcales. Pour elles, le patriarcat, c'est une question d'hiérarchie, c'est une question d'oppression, et pas que des hommes sur les femmes, mais une oppression des humains sur la nature, et les oppressions qui sont basées aussi sur des questions de couleur de peau et d'autres, et beaucoup d'autres choses. Et donc, quand elle parle de matriarcat, elle parle vraiment de sociétés qui, pour elle, sont matrilinéaires et du coup, qui accordent une importance primordiale aux femmes et que parce qu'elles le font, selon elle, c'est pour ça qu'on les a souvent taxées d'essentialisme, que selon elle, parce qu'elles le... et selon certaines franges de ce féminisme de la déesse, parce qu'elles seraient concentrées sur la puissance des femmes, les connaissances des femmes, elle romprait avec cette idée qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient les dépositaires du savoir, qu'il faut qu'il y ait des dominations, qu'il y ait des hiérarchies. Et donc, quand elles entendent matriarcale, ce qu'elles ne veulent pas dire, c'est les femmes règnent, mais c'est que parce que les femmes sont vénérées, estimées, possèdent du savoir dans ces sociétés-là, ces sociétés sont foncièrement plus égalitaires, plus justes, et qu'elles ne visent pas la domination, parce que elles sont... parce que le féminin est vénéré, valorisé, estimé dans ces sociétés-là. Et elles estiment qu'il y a environ 10 000 ans, le patriarcat s'est installé en réécrivant beaucoup des mythes et des mythologies, etc., en prenant possession des connexions, des savoirs des femmes, en les dépossédant, en réécrivant tout, et qu'à ce moment-là, avec ces sociétés patriarcales qu'elle retrace comme plus ou moins quelque chose qui aurait lieu partout au même moment, eh bien, on a perdu cette puissance des femmes, on l'a opprimée, on a essayé de punir les femmes et de les priver, de les couper de cette connaissance-là. C'est vraiment quelque chose que je vous raconte d'une façon très caricaturale et simple, parce que c'est impossible en fait de figer cette pensée-là dans quelque chose, dans quoi que ce soit. Je pense que moi j'ai eu ce réflexe de le faire à beaucoup de moments, parce que pour des tas de raisons, et certainement beaucoup de raisons qui sont très mauvaises, je pense qu'encore maintenant on le fait, qu'on est quand même dans un monde où je suis pas en train de vous faire un gros truc contre la cancel culture ou des trucs comme ça, certainement pas, mais on a tendance à dire, alors si cette personne elle n'est pas irréprochable, si ce mouvement il n'est pas irréprochable par rapport à tout ce qu'elle a jamais fait, sur comment elle a conçu son féminisme et tout, alors c'est forcément de la merde, et on se prive de ses connaissances, on se prive de la transmission, on se prive de la possibilité de dire ça je prends pas dans ce que les féministes ont fait avant nous, et on est genre sans cesse en train de réinventer la roue. Pour moi ça c'est vraiment très 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 triste, peut-être aussi parce que je suis historienne de formation et que l'histoire du féminisme elle me passionne, et donc voilà, j'ai envie, pour le coup, dans cette vidéo-là et plus largement en général, de parvenir à parler de ces mouvements-là sans les enfermer, sans les réifier, sans être dans un truc où voilà, je vais énoncer des poncifs sur le sujet, mais je vais pas creuser, je vais pas les appréhender dans leur complexité, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le débat était très, très, très polarisé. Et je vous préviens, après, je vous partage quelques-unes de mes ressources sur le sujet. J'ai eu la tentation, en préparant les bouquins aujourd'hui, de me dire « Ah, je vais tout relire, je me souviens plus exactement de ce que dit machin, chouette chose, blablabla. » Je ne l'ai pas fait, donc il y a peut-être des approximations dans mon discours. Et comme toujours, je vous le dis, je ne suis pas dépositaire du savoir. S'il vous plaît, allez chercher des sources ailleurs. Mais ce que j'ai bien aimé dans un des livres que j'ai refeuilleté là, et qui correspond bien à ce que j'avais en tête, c'est cette idée qu'en fait les débats ont été très très polarisés. Donc d'un côté on a eu des archéologues, féministes ou non, et des anthropologues et toutes sortes d'autres disciplines académiques qui sont venus dire mais non, en fait quand vous dites le patriarcat a été inventé il y a 10 000 ans, vous fiez sur n'importe quoi, vous faites des amalgames, c'est pas parce qu'on a retrouvé des figures de déesses mères, et encore pourquoi on appelle ça des déesses mères, évidemment c'est vu à
à travers le filtre de la science contemporaine qui est amenée certainement à changer, à se remettre en question, comme les Vénus de Willendorf ou la déesse de Çatalhöyük, par exemple. On n'en sait rien en fait, on ne peut pas être sûr de ce qu'elle symbolisait, on ne peut pas être sûr qu'elle signifiait forcément qu'en fait on glorifiait la volupté du corps féminin, que donc on était centré sur l'abondance et le partage, ou peu importe ce que les gens mettent dedans. Donc, bien sûr, il y a ça. Mais ces critiques-là, elles prennent souvent au pied de la lettre, en réalité, ce que disent les tenantes du féminisme de la déesse, d'une religion de la déesse, ou d'une spiritualité de la déesse, en particulier dans les années 80 et 90, mais bon, ça existe encore. Je pense que maintenant, c'est très très rare les personnes qui pensent qu'il y a une vérité historique, irréfutable dans cette existence d'un matriarcat. C'est un mythe. Il y a beaucoup de féministes à l'époque qui ont déjà joué avec, qui l'ont utilisé pour travailler nos imaginaires, pour pouvoir imaginer un monde sans patriarcat, même dans les années 60, parce que finalement les guerrières de Wittig, ça a été écrit dans les années 60. Mais il y a encore très très peu de personnes qui vont dire mais oui, mais c'est avéré, il y avait ces sociétés matrilinéaires, matrices centrées, matrifocales, comme elles ont tendance à dire à l'époque, et les autres ont tort. Mais il y en a encore certaines, comme par exemple Max Dachau, que je vous conseille, oh, c'est sur ma pile, mais je vous conseille d'aller voir certains de ses articles, par exemple sur son compte Academia si ça vous intéresse, ou de lui écrire, ou d'aller voir son site. Et elle a aussi des vidéos sur YouTube qui sont quand même très intéressantes là-dessus pour comprendre cette espèce de féminisme qui part du postulat que les déesses qu'on vénérait il y a quelques milliers d'années sont le symbole absolu, qu'elles étaient déjà vénérées partout, et qu'elles sont le symbole absolu du fait qu'il y avait un autre monde à l'époque. C'est compliqué, j'espère que vous me suivez, je suis désolée si c'est trop compliqué. J'ai essayé d'écrire des articles sur ce sujet-là et tout, j'étais là, genre, non, mais Catou, c'est impossible de résumer ces trucs, c'est trop vaste, c'est trop complexe, c'est pas possible, ça va pas. Donc, dans tout, il y a des écueils, il y a des excès et il y a des clichés dans la façon de comprendre les approches des unes et des autres de tous les côtés. Comme quand on taxe ces féminismes-là et l'écoféminisme en général d'essentialisme, et là je vous envoie aux travaux d'Émilie H, dont je reparlerai, qui sont vraiment très très intéressants pour démystifier ça. Il y a aussi une approche qui dit, ben en réalité, ces féministes de la déesse, elles ont surtout utilisé cette image de la déesse et d'un matriarcat comme un activateur de lutte politique, de rassemblement, comme une façon de réinvestir la religion, ou simplement comme quelque chose, comme une analyse psychologique, parce qu'une partie de ce qu'on peut comprendre du mouvement de la déesse, c'est qu'il y a une partie de ce mouvement, seulement, pas tous, mais le mouvement qui est plutôt celui que je retrouve dans les textes du Daughters of the Moon, c'est la déesse, elle est en chacune de nous et on nous a privés de notre puissance. Et donc en nous connectant à la déesse en nous, on fait revivre tout ça et on fait revivre notre puissance de femme et on retrouve le contact avec notre corps, etc. Donc on est toujours dans une vision binaire et tout des femmes, hein, on comprend. Mais le patriarcat a créé aussi un essentialisme et une binarité, et dans une optique féministe plutôt matérialiste ou féministe radicale, parler en termes binaires, c'est important parce que le système se base sur cette binarité, sur ces catégories de sexe. Et donc si on n'utilise pas ces catégories-là, on passe à côté du pouvoir. On est sur cette espèce de parfois un peu mythe aussi de la puissance des féminismes postmodernes ou queer, où en fait il suffit de dire qu'on va démultiplier les genres et on le fait. Et en attendant, bah oui, mais le pouvoir il est toujours là, il est toujours aussi binaire et il est toujours aussi hétérosexuel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, ça fait partie de la complexité, de la multiplicité des féminismes. C'est trop cool en fait. Dans cette approche plutôt psychologique de la déesse et du fait que la déesse elle est en chacune de nous, il y avait aussi une volonté
de faire sécession par rapport aux religions, en particulier aux religions monothéistes, qui sont vues, et là je crois qu'on est quand même dans quelque chose qui est difficilement contestable, comme étant, ayant fonctionné main dans la main avec le patriarcat, enfin, c'est difficilement contestable. Dans toutes les religions monothéistes, il y a des penseuses, des chercheuses, des prêtresses, souvent on les laisse pas utiliser ce terme-là, féministes qui montrent bien, qui retournent aux textes et qui nous montrent que souvent ils sont beaucoup moins, les textes eux-mêmes, sexistes que ce qu'on pourrait croire. Mais bon. La volonté de se dire la déesse, elle est en chacune de nous, c'est de couper avec le fait que les religions, en particulier monothéistes, en arrivant avec un dieu transcendantal, un dieu qui serait à l'extérieur, qui serait au-dessus, elles ont instauré des hiérarchies. Et donc, pour une partie de ce mouvement de la déesse, pouvoir dire la déesse, elle est en nous, avant toute chose, c'est surtout une façon de couper avec ce lien-là. Alors, il y a, parmi les multiples incompréhensions qu'on a par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de païens, païennes, sorcières, polythéistes, animistes, contemporaines qui vont dire oui, mais du coup, nos convictions, c'est qu'il y a vraiment des dieux et des déesses qui sont à l'extérieur de nous. Et donc, on est dans plutôt cette idée de transcendance. Et que donc, en disant ça, c'est comme si c'était mutuellement exclusif. Pour moi, personnellement, dans ma pratique, c'est pas du tout mutuellement exclusif. J'ai une approche qui est plutôt polythéiste et j'ai tendance à penser qu'à l'extérieur de moi, il y a des esprits, il y a des divinités, des déités, et qu'elles ont un pouvoir qui leur est propre. Et j'ai aussi tendance à penser qu'elles sont à l'intérieur de moi et qu'elles peuvent symboliser des choses à l'intérieur de moi, qu'il y a quand même du bon à prendre. Je ne vais pas le dire souvent, mais je le dis, dans des approches plutôt psychanalytiques ou plutôt jungiennes, du fait de concevoir qu'est-ce qu'elles représentent aussi à l'intérieur de nous, ces déités-là. Pour le coup, peut-être comme quelque chose de purement symbolique, ou bien comme quelque chose qui fait écho à cet extérieur. Donc, pour moi, en tout cas, dans ma façon de concevoir les choses, il n'y a pas... C'est pas inévitable qu'il y ait forcément un clash entre ces approches-là. Mais c'est une des raisons, en tout cas, pour lesquelles ça a été très très mal perçu, c'est qu'on a souvent eu l'impression que c'était comme une parodie, qu'on était juste dans le fait de chercher du pouvoir, de chercher à retrouver du pouvoir du dedans, et non plus du pouvoir sûr, comme beaucoup de théoriciennes de l'époque l'ont dit, et que du coup on niait tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Alors qu'en réalité, si vous vous plongez dans les textes, et je pense en particulier là, à Astaroth, notamment dans Révéler l'Obscur, mais c'est des sorcières qui sont ultra actives dans le soin, dans le communautaire, dans le politique, dans l'action directe. C'est des pionnières de l'action directe, en particulier au niveau de l'antinucléaire, mais vraiment pas que ça. Et donc... c'est pas comme s'il y avait juste l'intérieur et l'extérieur et tout ça. S'il y a bien beaucoup de choses dans les nombreuses choses que les féministes nous ont appris sur le rapport au corps, c'était que c'était beaucoup plus complexe que ça, et sur le rapport de divin, du coup, aussi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, il n'y a pas moyen de dire il y a un féminisme de la déesse et c'est ça. Il n'y a pas possibilité de dire c'est uniquement une religion, ou c'est uniquement spirituel, ou c'est uniquement politique, mais c'est ce qu'on entend tout le temps. Donc, dans les critiques féministes qui sont apportées aux féministes de la DEL, vraiment au niveau des mouvements féministes, des chercheuses féministes et tout ça, on va dire c'est essentialiste, ça se focalise que sur du spirituel et c'est pas du tout actif au niveau politique. Et dans les critiques qui sont a priori pas foncièrement féministes, on va dire c'est exclusivement politique, ça se moque de notre religion, de nos croyances, de nos pratiques, etc. Moi, je pense que c'est une incompréhension, mais énorme. Et franchement, personnellement, j'en ai vraiment marre de voir ça. Alors, le côté anti-religieux dans les mouvements féministes, vraiment institutionnels, bien sûr, c'est présent et... Excusez-moi, mais les sorcières, on n'est pas les premières à se bouffer ça dans la gueule. Faut penser à quel point il y a un certain féminisme institutionnel qui est ultra islamophobe. Et on a bien compris que peut-être il faut aussi pouvoir comprendre les convergences, les convergences des luttes, ou bien se remettre un peu à sa place quand on aborde ce genre de choses. Donc bien sûr, c'est extrêmement frustrant pour moi de voir ça. Mais c'est pas tout le féminisme, de un. Et voilà.
c'est vraiment juste pas du tout comprendre ce qui se déroule pour moi. Mais d'un autre côté, quand on a des personnes qui connaissent pas bien le féminisme et qui pensent qu'on leur a volé la sorcière, qui plongent pas du tout dans l'histoire de toutes les luttes féministes, de ce que la figure, pour le coup, de la sorcière a signifié pour les féminismes dès la fin des années 60, dans les années 70, et que, bien sûr, il y a un féminisme purement matérialiste ou purement marxiste qui a utilisé la figure de la sorcière, mais qui n'a pas juste utilisé, parce que c'est ça, on a l'impression qu'on vous vole votre truc, mais en fait, la chasse aux sorcières, le féminicide de la sorcière, des sorcières, pendant les temps modernes, la plupart des meufs qui ont été brûlées, elles se seraient jamais identifiées comme sorcières. Peut-être pour certaines, elles avaient vraiment des connaissances au travers des plantes, c'était des guérisseuses, etc. Pour d'autres, c'était juste, franchement, des procès d'intention. Ce qu'on a voulu faire, c'est faire peur à toutes les femmes et les remettre à leur place. Et donc, bien sûr, c'est un enjeu féministe de se dire, mais puisqu'on a essayé de remettre dans une conjonction entre le capitalisme et le colonialisme, comme le dit Silvia Federici, et le sexisme, les femmes à leur place avec la fameuse chasse aux sorcières, c'est super important de pouvoir revenir et remettre la sorcière au cœur de nos luttes, parce que c'est clairement un symbole de l'oppression. D'où là, on est les descendantes des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Mais en fait, qui en réalité a du sens, mais qui n'est pas du tout un postulat auquel personnellement j'adhère. Ok, on a ça d'une part. Et d'un autre côté, ces féminismes-là qui ont théorisé la sorcière, qui ont compris la sorcière dans son rapport la sorcière. Les sorcières, la chasse aux sorcières, dans son rapport avec l'oppression des femmes, c'est une partie du féminisme de cette époque-là, mais une autre partie du féminisme de cette époque-là. Et on ne peut pas dire que c'était genre des trucs complètement distincts et qu'il n'y avait pas de pont entre elles. C'était un fameux diagramme de Venn. Forcément, il y a plein de moments où ça se touche et on est des deux côtés. Et encore maintenant, c'est super comme ça dans les mouvements féministes. Quand on n'est jamais juste d'un bord ou de l'autre, on est souvent dans plein d'interactions qui sont ultra complexes. C'est pour ça que c'est super difficile de parler de réseau et qu'on aime parler de constellation. Je vous mets plein de liens en bas d'ailleurs sur ces sujets-là. Ok. Et donc, en fait, il y a plein de féministes, dont Starhawk à l'époque, et de féministes qui étaient détenantes d'une certaine spiritualité de la sorcière, ou d'une spiritualité qui était plutôt dianique, et donc qui était une version féministe de la Wicca, et qui fonctionnait quand même encore avec le dieu et la déesse, et cette complémentarité-là, qui pour certains en sont revenus, pour d'autres pas, mais bon, bref, c'était une véritable spiritualité. Et c'était une spiritualité qui était politique, qui était politisée, mais parce que tout est politique, les rapports de pouvoir nous traversent, et donc le personnel est politique, c'est le fameux slogan féministe des années 70, et ça veut rien dire d'autre que ça, c'est qu'il n'y a pas, le politique s'arrête pas à la porte de ta maison, et si tu te fais taper sur la gueule et les féminicides, du coup c'est pas politique. Non, le politique il est partout, l'intime est politique. Et donc il y a ce continuum, et c'est difficile parce que ce qu'on entend dans tous ces débats-là, c'est souvent dire qu'est-ce que c'est une bonne sorcière, qu'est-ce que c'est une bonne païenne, qu'est-ce que c'est une bonne pédictiste, qu'est-ce que c'est une bonne féministe, qu'est-ce que c'est une bonne façon de faire d'être dans le fait politique, d'être dans l'action politique, d'être dans la résistance. Et je crois que c'est vraiment ça qui manque en fait, quand on essaie d'entrevoir ces choses-là. Donc autant vous dire que pour moi c'est vraiment très 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 important de pouvoir me plonger dans ce genre de tarot, dans ce genre d'histoire, et de comprendre ou de les appréhender avec le moins de jugement possible. Même si évidemment ça ne veut pas dire qu'on lâche son esprit critique à l'entrée. Seulement j'essaie en tout cas de ne pas ramener mon esprit critique en mode... c'est soit de ci, soit de ça, et si tu fais pas ça, alors t'es forcément une mauvaise féministe, t'es pas assez déconstruite, blablabla, des trucs comme ça, et de voir pour moi cet outil dans son contexte historique, c'est ce qui est le plus important.
voir beaucoup de choses dans leur contexte historique. On lit beaucoup en ce moment des trucs genre ouais, mais il faut arrêter de dire qu'il faut mettre les choses dans leur contexte historique parce que sinon on excuse tout et n'importe quoi. Moi, je pense pas que c'est ça. J'ai étudié l'histoire, c'est jamais comme ça qu'on m'a appris la chose en tout cas, même si je veux pas dire que toutes les personnes toutes les historiens et historiennes font des trucs formidables avec ce genre de concept. Mais moi, comment je le comprends, c'est qu'il faut situer, il faut positionner, il faut comprendre les ramifications d'un objet, d'un événement, d'un mouvement dans son contexte de l'époque pour pouvoir l'étudier, le critiquer, le comprendre. Ça veut pas dire « Ah, c'est une excuse, tous les connards genre Polanski, quoi. » On dit souvent « Ouais, mais à l'époque, c'était normal hein, d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs. » Non, c'était des viols et c'était de la merde et c'est scandaleux et fait chier, quoi. C'est quoi cette merde? Bien sûr, mais comprendre le contexte de l'époque, comprendre pourquoi la pédocriminalité à l'époque, c'était quasiment la norme, c'est aussi important. C'est important parce que ça nous permet de comprendre le patriarcat, ça nous permet de comprendre pourquoi on connaît tellement de gens qui ont subi des violences sexuelles quand elles étaient enfants, ça nous permet de comprendre plein de choses. Donc pour moi, le contexte de l'époque, remettre les choses dans leur contexte, c'est pas nous abstenir de critiquer, voire nous abstenir de juger, c'est juste avoir une position où on peut voir un objet dans sa globalité. Et bon, voilà, je parle pas des connards, des violeurs, etc. Mais je pense quand même que c'est vraiment une démarche qui est importante quand on voit ce genre d'objet-là. Et aussi le théâtre par exemple. Bah oui, c'est un tarot qui se veut féministe et lesbien. Et oui, la plupart des corps représentés, même si celui-ci a beaucoup plus de flou, pour moi est quand même vraiment un potentiel queer beaucoup plus important que le Daughters of the Moon. Mais en même temps, voilà, à l'époque, qu'est-ce qu'on entendait par lesbienne? Pourquoi on voyait le monde de façon binaire? Pourquoi il n'y a pas de place pour les personnes trans? Pourquoi c'est extrêmement sexiste? C'est important de quand même pouvoir intégrer ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une partie des féministes de cette époque-là, maintenant, font partie de ces féministes qu'on appelle les TERF, hein, les trans-exclusionary, donc les féministes qui excluent les personnes trans, et en particulier les femmes trans, qui les discréditent, qui les accusent de tous les maux de la terre, en particulier de fabuler, et de plein d'autres choses. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça, et c'est pas une excuse pour vous dire les féministes radicales qui à l'époque étaient ultra binaires dans leur pensée, maintenant elles sont transphobes. Ouais, il y a un sérieux problème, mais il faut aussi comprendre quand même pourquoi cette pensée à l'époque elle était binaire, et pour du coup retourner vers des écrits comme ceux de Wittig qui ont forcément des aspects où on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui font partie de notre histoire et qui font partie aussi de l'évolution des luttes. On ne serait pas aujourd'hui où on en est dans les luttes, dans les luttes féministes si on n'en était pas passé par là. Et puis, je crois que aussi, maintenant, quand on conçoit les choses, on pense toujours que c'est mieux maintenant. Mais il y a plein d'écueils aussi maintenant. Il y a plein de choses qui vont super mal dans le mouvement féministe maintenant. On n'évolue pas forcément vers un lieu, et plus on va vers un mieux, et plus on va connaître notre histoire, plus on va connaître notre héritage, et on va faire le choix de ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas, et plus on est armé en tant que féministe, quoi. Bon, voilà. Donc, ce tarot n'est pas parfait. Mais ce tarot est très important dans le positionnement qu'il avait dans son époque. Et ce tarot est quand même vraiment très touchant. Je suis plus maintenant si on fait un truc qui va être un truc sur les filles de la lune, un truc sur les femmes et tout, si tout tourne autour des menstruations, des ovaires, de la chatte, ou d'une complémentarité des genres, d'une sexualité hétéronormée, je vais certainement être plus intransigeante, quoi, par rapport à ça, que quand je regarde des objets dans leur contexte de l'époque. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Et ce que je veux dire par là, c'est certainement pas qu'à l'époque, il n'y avait pas déjà des transactivistes, des femmes trans qui expliquaient pourquoi elles étaient mises à la porte du féminisme, des lesbiennes
qui ont été mises au placard du féminisme et qui ont dû s'organiser, qui ont dû faire sécession, qui ont dû s'organiser d'une façon plus séparatiste parce que les féministes les mettaient à la porte de leur mouvement, parce qu'on n'aurait pas voulu être accusé d'être des lesbiennes ou des mal baisées. Hein. Bon voilà, ce contexte-là, il est là. Et en même temps, quand on dit le féminisme de la deuxième vague était un féminisme qui était exclusivement blanc, qui était exclusivement bourgeois, on est aussi dans quelque chose où, oui, c'est vrai, parce qu'il y avait une invisibilisation des marges de ce féminisme, qui était d'ailleurs pas forcément marginal, mais on les a expulsés vers les marges, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un afroféminisme qui se développait incroyablement à l'époque. Pour moi, un texte que j'adore citer dans ce cas-là, parce qu'il est vraiment ancien, il date vraiment des années 70, c'est le Combahee River Collectif. J'essaierai de vous trouver un lien. Mais en fait, il y avait plein d'afroféminismes qui se développaient aussi à l'époque où ce jeu est sorti du côté francophone. Et oui, effectivement, il y avait un féminisme dominant et il y avait d'autres voix dans ce féminisme. En quelque sorte, je ne crois pas que ça a tellement changé, hein, malheureusement. On ne parlait pas encore d'intersectionnalité ou de tout ça, mais ceci dit, ces féminismes-là, ils existaient. Et ce jeu est un féminisme qui représente un féminisme qui a été très très fort porté par des féminismes lesbiens, et ça je trouve que c'est vraiment trop intéressant et très très important. Ce que je sens fort dans ce jeu, et c'est plus ou moins à la même époque qu'elle publiait beaucoup, hein, c'est un féminisme qui est plus proche, je dirais, de celui de la poétesse Adrienne Rich, et je vous invite à lire son texte qui s'appelle on compulsory heterosexuality, sur l'hétérosexualité obligatoire, par rapport à d'autres lesbiennes qui étaient extrêmement séparatistes à l'époque. Ce qu'Adrienne Rich a théorisé, c'est l'idée d'un continuum lesbien. On retrouve ça aussi dans des écrits, par exemple, je dirais plutôt Bell Hooks que Audre Lorde, mais peut-être aussi chez Audre Lorde, donc dans les afroféminismes, les black feminism, comme on dit pour les féminismes américain plutôt, de l'époque, on parle de Woman Identified Woman. Et ça parle un peu du continuum lesbien d'Adrienne Rich. Peut-être je caricature, mais qu'est-ce que c'est pour elle? Les femmes qui s'identifient à femmes, c'est des femmes qui s'identifient à la classe des femmes. Et donc, qu'est-ce qu'elles font dans leur raisonnement, dans leur vie? C'est qu'elles ne sont pas forcément lesbiennes, mais elles vont placer les relations entre les femmes comme prioritaires dans leur vie. Elles vont se désolidariser des hommes, elles vont refuser que leur existence soit déterminée par les hommes. Elles vont du coup, dans leur relation intime au maximum, être dans une forme de sécession par rapport aux hommes. Alors, si vous avez envie de retenir de ça, les féministes détestent tous les hommes et blablabla, en fait rien à foutre, hein. Je vous parle de l'histoire du féminisme si vous avez envie d'en tirer des clichés. Honnêtement. Donc voilà. Mais donc le continuum lesbien, c'est cette idée qu'il n'y a pas que les femmes qui font du sexe ou qui sont dans une relation intime avec des femmes qui sont lesbiennes. Enfin, elles, ce serait au bout de ce spectre lesbien. Et puis, ok, il y a beaucoup d'effacement aussi des bisexualités ou des pansexualités dans ces théories féministes de cette époque-là. Et c'est aussi un problème, mais bon, hein, on explique les contextes, on explique cette pensée des années 80, ok. Et donc, il y aurait un continuum où plein de femmes sont sur une espèce de spectre en fait de relations entre les femmes et qu'elles peuvent choisir de les privilégier et qu'elles peuvent choisir que le regard masculin, le pouvoir sur l'oppression masculine ne va pas les définir, etc. Et ça, je trouve que c'est assez présent dans ce jeu-ci, dans cette volonté de ne mettre en avant que des femmes et d'avoir un minimum d'hommes. C'est vraiment de placer les femmes avec un regard de femme au centre et de les sortir des clichés. Et alors vous allez dire, mais on utilise la jeune fille, la mère et la vieille dame, est-ce que c'est pas encore une fois qu'à tout des super gros clichés? Pour moi oui, mais évidemment 1000 fois oui, mais en même temps voilà, c'est vraiment ça
qui caractérise ce jeu pour moi, c'est de sortir de ça. Et cette idée de continuum ou de cycle ou de spirale, elle est aussi symbolisée dans le choix du format en rond. C'est très 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 important pour elles. Comment elles expliquent ça dans leur introduction peut paraître un peu caricatural ou pas poussé jusqu'au bout. Elles nous disent, dans un jeu comme celui-ci, on lit les cartes soit à l'endroit, soit à l'envers, et donc on est encore dans une polarité, on est encore dans un dualisme, et cette dualité, elle a été construite socialement par le patriarcat depuis, disons, je sais pas moi, 3000 ans, ouais, plus ou moins. Et donc nous, on veut sortir de ça, et donc passer par le format rond, c'est nous permettre de dire non, il n'y a pas juste un endroit et un envers, il y a une infinité de positionnements entre. C'est aussi, ouais, c'est un symbole qui a été super repris et en fait on peut trouver complètement son lien avec la tradition du tarot, avec la carte du fou qui représente à la fois le potentiel, le tout et le rien, l'œuf cosmique, la naissance, les choses avant qu'elles existent, et en même temps, alors qu'elles existent encore dans leur plénitude et qu'elles ne sont pas dissociées et tout. Donc on a quand même aussi des références à la tradition du tarot, mais en même temps, quand elles expliquent ça, au même moment, elles nous disent aussi, et donc à chaque description de carte, et donc dans son sens plus ou moins à l'envers, mais donc on est quand même aussi dans un truc comme ça, mais elles essaient, je pense, quand elles disent le sens de la carte renversée, de ne pas être dans c'est juste une opposition ou un blocage ou quelque chose comme ça, et d'avoir plus de complexité. Est-ce qu'elles y parviennent? Je ne suis pas sûre. Mais donc ce format-là est important à la même époque, est sorti dans les années 80, du coup je pense aussi en 84, le Mother Peace Tarot, qui est beaucoup plus flagrant sur son côté appropriation culturelle et certains clichés racistes sont quand même vraiment pas évités. Je veux pas dire qu'il n'y a pas du tout ce genre de clichés ici. Je prendrai un exemple quand on fera les carte à carte. Mais c'est moins flagrant. Il y a aussi des problèmes par rapport à des positionnements sur des cartes qui mettaient en scène de l'excision. Et là, je vais vous mettre des liens en anglais en dessous parce que j'ai pas du tout étudié suffisamment le Mother Peace pour pouvoir vous parler de ça plus en détail. Moi, ce qui m'a encore choqué assez récemment, c'est que Dior, vous savez, ça fait quelques années que Dior, avec la nouvelle styliste... Chiara quelque chose peut-être, je sais plus, sort que des collections qui sont liées au tarot. Et alors il y a des choses qui sont très belles esthétiquement, des réflexions qui sont très intéressantes, mais donc la première chose avec laquelle ils ont travaillé, c'était ce Mother Peace, donc la paix de la mer. Ça fait maintenant peut-être 3-4 ans. Et donc ces gens-là, au lieu de se dire ok, il y a plein de trucs qui vont pas dans notre tarot, donc peut-être on va arrêter de le vendre, ou bien on va se remettre en question, on va publier des communiqués et tout. Non, elles vendent les droits, mais à prix d'or, hein, à Dior pour vendre des t-shirts à des milliers d'euros sur leurs trucs. D'ailleurs, Our Tarot, dont je vous ai parlé encore pas mal récemment, a un peu fait la même chose. Je veux pas cracher dans la soupe parce que justement c'est ce que je dis que j'essaie de pas faire, quoi. C'est ces féministes qui essaient de... qui à des moments on l'utilise toutes et tous parce qu'on vit dans un monde capitaliste, le capitalisme pour s'en sortir, pour gagner de l'argent, pour des trucs comme ça. Donc sur le Art Tarot, je serais peut-être moins radicale, même si des t-shirts à 500 boules, j'avoue, ça me la fout mal. Mais sur ce féminisme, sur le Mother Peace en particulier, où il y a quand même beaucoup de critiques légitimes sur des problèmes qu'il y avait avec ce tarot-là, de pouvoir encore faire du bénéfice sur ce tarot-là maintenant, sans se remettre en question, là, vous voyez, je trouve qu'il y a un plus gros souci, que du coup, Dior, pour moi, est symptomatique d'un plus grand problème. Par rapport à Our Tarot, où je trouve juste ça un peu dommage, mais c'est pas grave. Je trouve ça dommage qu'il y a beaucoup de diversité dans ce jeu-là et que ce qu'elles ont choisi chez Dior, c'est que des femmes blanches et blablabla, et blablabla. En même temps, pourquoi pas? Parce que quand il s'agit de faire des thunes sur des clichés sur les femmes noires, par exemple, comme les Mother Peace, c'est peut-être un peu pire. Je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que ce tarot-là, moi, je l'ai revendu super rapidement parce que j'avais vraiment du mal à l'avoir en main. En plus, c'est un peu le même style d'esthétique, mais pour moi, personnellement, celui-ci est vraiment plus joli. Mais bon, c'est très personnel, j'imagine.
Sur ma liste des sujets à aborder, j'ai encore plein de choses, des choses que j'ai fait que survoler, où j'avais envie de rentrer plus dans les détails et tout. Je pense que pour l'instant, on a quand même déjà quelque chose qui est intéressant et qui fait beaucoup. Et donc, on va passer à la découverte de chacune des cartes. On va revenir un tout petit peu sur le système, même si c'est un jeu que j'ai depuis moins d'une semaine, et donc j'avoue, je ne l'ai pas encore bien intégré. Et voilà, c'est parti pour la version carte par carte. On commence par la rêveuse qui remplace du coup la carte du fou du mât. On a la sorcière qui remplace celle du magicien de la magicienne. Donc pour le bien de ce jeu, qui est un jeu qui se veut féminin, je vais tout genrer dans les personnages ici au féminin, mais je pense que c'est complètement possible de le lire autrement, personnellement. Alors la prêtresse ici, qui est Isis, elle fait un peu office de la carte de la prêtresse et du hiérophant en même temps, parce que oui, dans ce souci pas de blâmer, d'effacer les figures masculines, symboles d'autorité en particulier, on a préféré se concentrer sur celle-ci exclusivement. Si je lis la description dans le bouquin, c'est vrai que ça me fait vraiment penser qu'il y a une intégration des deux, ce qui est quand même très intéressant en fait, parce que je trouve que c'est des cartes, selon les jeux, elles peuvent parfois, dans certains tirages, être lues de façon interchangeable. Je ne veux pas dire du tout que ce sont des cartes interchangeables, je trouve qu'elles sont très riches et qu'elles ont des messages qui leur sont propres. Et du coup, ici, on a Mawu, qui joue le rôle de l'impératrice, et du coup, plus ou moins de l'empereur en même temps. Même si j'aurais envie de dire que l'empereur est plutôt absent là, pour le coup, de ce jeu-là. Donc, on a les fameuses 2 cartes des amoureuses, qui est représentée cette fois par la déesse Aphrodite. Donc, la carte qui est censée être celle avec des femmes et celle qui est censée être avec des hommes. Donc voilà, c'est vrai qu'on a ce côté aussi avec la vulve et tout ça, c'est très réducteur au niveau des organes génitaux, mais bon, voilà. Moi je pense pas que c'est super limitant dans la lecture parce que je trouve que c'est moins présent que dans d'autres jeux. L'Amazone qui fait office ici de chariot, la force, la sage, The Wise One en anglais, donc vraiment la sage qui remplace l'ermite. Là c'est la roue de la fortune. Oui, donc les cartes sont dans l'ordre du Waite Smith traditionnel et pas du Marseille, donc on a bien la force qui vient avant la justice, mais bon voilà. Donc Levensmith, donc c'est la tisseuse de vie, et donc c'est la attendez, je vais voir quels sont les trucs en anglais pour pas dire de bêtises. Moi j'aime bien parce que sur les actes les actes sur les registres et tout ça, dans les archives de certains de mes ancêtres flamands en particulier, c'est des femmes qui étaient fileuses ou qui tissaient à la maison, et donc c'était des spinsters. Et donc du coup le Spinnenvrouw, ça me plaît vraiment beaucoup. En plus avec ces vieilles dames, ça me renvoie un côté familial très important. En anglais, le titre ça va être La tisseuse de vie, et le sous-titre est Spider-Woman, donc la femme araignée, avec les symboles des araignées et tout ça aussi. Et le rouet, tout ça. J'ai toujours peur de me tromper dans les noms. Ça, c'est vraiment l'exemple des cartes où, dans les versions anglaises, les roses ressortent très rose pétant. Les couleurs sont beaucoup plus vibrantes. Là, on voit beaucoup plus les arcs-en-ciel dans les toiles d'araignée. C'est des cartes pour lesquelles j'aurais peut-être préféré les autres images, mais grosso modo, je ne suis pas insatisfaite. Donc, Matt, qui représente la justice, comme dans beaucoup de jeux, on s'inscrive aussi dans cette tradition-là. Voilà, sans commentaire. Kering, donc c'est l'inversion, et en néerlandais, je crois que alors en anglais, ça s'appelle reversal. Donc c'est vraiment le terme qu'on utilise pour les cartes renversées, les cartes qui apparaissent à l'envers. Donc c'est intéressant, cette volonté de ne pas avoir de cartes renversées, mais d'avoir choisi d'utiliser ce mot-là pour la position de là, le pendu. Voilà, j'aime vraiment bien le côté du visage qui apparaît dans l'eau. J'aime bien le fait qu'il y a une partie du corps qui disparaît dans l'eau. Ça nous rappelle que c'est quand même une carte qui est placée sous le signe de Neptune dans le système du Waite Smith. Donc ça me plaît beaucoup.
Le phénix pour la phénix pour la mort. La tempérance reste la tempérance. En anglais, celle-ci, elle s'appelle, qui représente donc Kali, elle s'appelle The Awakener, la réveilleuse, en quelque sorte. J'ai l'impression que Bewistmaker, on traduirait plus par celle qui réveille les consciences, mais qui fait prendre conscience, mais je ne suis pas très, pas très certaine pour le coup. Alors maintenant, on arrive dans les cartes un peu cheloues, parce qu'il y a en gros 3 cartes du diable. donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc celle-ci, en anglais, s'appelle Oppression, l'oppression. Donc c'est une tradition qui existe pas mal dans les jeux de cette époque-là, qui a été repris aussi. Donc je vous ai montré le Théa là-bas tout à l'heure. Le tarot Théa utilise aussi le terme oppression pour cette carte-là. Et alors là, c'est marrant parce qu'on a underdrukking aussi dans les mots-clés pour cette carte en néerlandais. Mais benauwenis, du coup, j'ai plus ça sous les yeux, mais j'ai l'impression que ça voulait dire la détresse, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre. Je connaissais pas ce mot, mais je me suis demandé. C'est marrant parce que c'est la carte du diable et en fait, elle lit super fort comme la carte de la tour. Du coup, j'ai l'impression, je la verrais bien comme une carte intermédiaire entre les deux, où on a ici une carte de la tour où on rappelle notre propre pouvoir destructeur, puisqu'on est censé, dans ce système-là, s'identifier à la déesse. Et celui-ci, on nous rappelle un autre aspect de la tour, qui est son côté arbitraire ou oppressif, ou les structures de pouvoir, etc. Et à quel point on peut en souffrir. On a aussi ce beau rappel à la lune, avec l'animal qui semble hurler derrière, et les flammes et tout ça. Donc je trouve ça très intéressant comment ce travail a été fait. Franchement, ça me plaît beaucoup. Et donc là, on a les 2 cartes qui sont vraiment officiellement celles du diable, avec le satyre, Pan. Donc dans la tradition grecque, même si je ne suis pas certaine que cette image n'emprunte pas aussi à d'autres traditions et fasse un bon mélange New Age, mais à vérifier, je ne peux pas dire de bêtises non plus. Voilà, moi je trouve ça vraiment chouette, hein, parce que c'est quand même un personnage assez attachant dans la mythologie grecque et un grand n'importe quoi, qui a encore beaucoup inspiré encore récemment, quoi. Un Pan ne cesse pas d'inspirer, donc j'aimais bien cette carte-là, mais je pense que ça renvoie plus à quelque chose de débridé, quelque chose de pas avoir de limite, ça peut nous rappeler certaines dimensions liées le diable aux addictions ou à l'abus d'alcool ou des trucs comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose de très festif aussi, évidemment, hein, très dionysiaque dans ces cartes-là, qui est quand même très tentant. Et alors, je trouve qu'elles sont complémentaires, mais du coup, ça réinvente complètement les arcanes majeures, évidemment, si on décide de voir ces cartes-là comme complémentaires. Ici, c'est la femme coyote, et donc The Trickster, on dit en anglais, je ne sais pas trop comment on appelle ça en français, mais... je vais dire peut-être une bêtise, mais la farceuse, mais je pense pas que c'est ça le terme. Donc là, on est sur la tradition du coyote dans de nombreuses traditions autochtones du nord des États-Unis. Et donc voilà, je trouve que ça rapporte quand même vraiment autre chose que celui-ci, même si elles peuvent se répondre. Je trouve que oui, c'est complet, mais ça complète la chose si on le conçoit plutôt comme un oracle. Maintenant, si vous êtes très très attaché à la structure traditionnelle d'un tarot, vous allez peut-être avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a moyen de lire. Alors, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas lu les définitions de ces cartes-ci. Non. Dans le tarot. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le diable, la tour. J'ai mélangé. J'ai même pas remarqué que j'avais mis ça dans le désordre. Donc la tour vient après. C'est la carte 16. Il n'y a pas les numéros, comme quoi, hein, même quand on connaît l'ordre des cartes du tarot, on a besoin parfois des numéros pour s'y retrouver. Pour ça me désole un peu que ce soit des cartes non numérotées pour le côté pratique. Maintenant, honnêtement, pour le côté de la théorie, que
les chiffres peuvent indiquer une forme de hiérarchie et que même si évidemment avec le zéro du fou et puis après le voyage entre le 1 et le 21 et que ça tourne, ça fait référence au cycle, les arcanes majeurs, on pourrait arguer qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie ou de suivi dans les cartes ni rien, mais je pense que la volonté de ne pas mettre de chiffres, elle vient de cette idée, quoi, que le chiffre, c'est la hiérarchie, ça fait un passage obligé ou des trucs comme ça, je crois, à remettre encore une fois dans cet état d'esprit de l'époque. Mais c'est très perturbant, c'est vraiment compliqué. Je pense pas avoir besoin d'annoter. J'ai vu des gens qui faisaient ça, qui mettaient des annotations complémentaires dans les marges, surtout dans la version noir et blanc. Mais voilà, alors l'étoile, c'est très intéressant parce que du coup on a une porteuse d'eau, donc on a aussi la référence au verso et tout ça. Enfin, du coup, une verseuse d'eau. Mais le fait qu'elle soit dans le ciel et qu'elle verse sur la terre, c'est assez extraordinaire. Bon, évidemment, ça s'inscrit aussi dans cette tradition de guérir la terre et tout ça. Tous ces mouvements écoféministes, là. Enfin, pas que l'écoféminisme soit forcément guérir la terre, mais voilà, ça peut être là. Donc on a la déesse Yemaya pour la lune. Et on a la déesse Amaterasu pour le soleil. Donc vous voyez quand même qu'il y a une sélection qui va toucher tous les continents au niveau du choix des divinités. Vous allez déjà remarquer que les divinités sont liées aux cartes d'une façon assez aléatoire. Donc on est ici dans le monde de l'éther, de l'esprit pour ce qui est des cartes d'arcane majeur. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Mais toutes les cartes ne sont pas associées à des déités et il y a sporadiquement des déités qui vont aussi apparaître, soit des déesses pour le coup, qui vont aussi apparaître dans les arcanes mineurs, qu'elles n'appellent pas mineurs, hein, si je ne me trompe pas, parce que majeur, mineur, c'est trop d'hierarchie. J'adore parce que ça fleure tellement le féminisme de la deuxième vague comme élément. Je ne sais pas ce qu'elles disent. Parce qu'en néerlandais, les suites, elles appellent ça des kleuren. J'imagine que ça se dit tout le temps, mais dans ma tête, ça ne résonne que comme couleur, et donc je ne sais pas quels sont les mots en anglais pour le coup là-dessus. Est-ce que j'allais dire autre chose? Je ne sais plus, mais alors là, on a une de mes cartes préférées, avec le jugement qui a été transformé en célébration. J'adore. Je ne sais pas pourquoi elle me parle trop, peut-être parce qu'il y a des corps gros, et que quand on dit que ce jeu présente beaucoup de diversité au niveau des corps, je trouve que la grosseur, c'est quand même pas... C'est pas parce que les corps sont moins clichés que dans que dans beaucoup d'autres jeux. C'est pas pour ça que je trouve une réelle diversité dans celui-ci. Et alors, mais on y reviendra plus tard parce qu'il y a des cartes en particulier que je vais vous montrer. Voilà. Donc, Shakti, la danseuse du... Attendez, je vais voir ce que ça donne en anglais. Celebration, the life dancer, la danseuse de vie. Voilà. Donc c'est pour la carte du monde. J'adore. Et donc on passe ensuite à la série des flammes, donc qui représente l'élément de feu et donc traditionnellement les bâtons. On commence dans le livre à chaque fois par les cartes de cours, enfin donc les figures qui ne sont pas du tout des cartes de cours dans celui-ci, les cartes de la triple déesse entre guillemets, et puis on attaque les cartes numérales qui pour le coup sont vraiment numérotées. Je cherche pas la logique. Et je voulais en profiter pour dire que je me suis quand même pas trop appesantie sur le sujet de cette question, d'avoir choisi de renommer ça comme ça. J'ai fait des vidéos à une époque sur la notion de la triple déesse et tout ce que je pouvais trouver problématique là-dedans, mais aussi dans la généralisation de la déesse et tout ça. Je pense que maintenant j'aborderai les choses avec un petit peu plus de... Je ne dirais pas que mes vidéos sont pas subtiles, mais en tout cas avec plus de... Je serais plus conciliante, quoi. Je serais moins dans l'opposition, à mon avis. Mais si ça vous intéresse, je mettrai le lien en dessous. C'est certainement une des raisons pour lesquelles je vais essayer de pas trop revenir toujours sur les mêmes choses. Et on est à 14 minutes juste pour ce walkthrough, donc on va avancer un peu plus vite. Alors, et du coup, bon à savoir, donc il y a 3 x 4, du coup, cartes des figures, et elles sont chacune associées... Oh, pardon. Elles sont chacune associées à un signe astrologique.
La jeune fille de flamme, bélier, Calafia. La mère de flamme, le lion, Chantico. La vieille femme de flamme, le sagittaire, et on a Kéridwen. Puis on passe à l'as, qui est ici, 1 de flamme, à la création. Le 2 de flamme, on a Mauea. Et alors là, c'est une autre chose que je voulais dire. J'en vais peut-être en profiter pour le dire ici. Donc on nous dit que Mauea est une déesse polynésienne qui tient le feu dans ses doigts, etc. etc. Et donc ce que j'ai trouvé assez interpellant, c'est que la plupart des personnes grosses ici étaient liées à des personnages, enfin des déités du coup, de la tradition polynésienne en particulier, je crois. Alors, on revérifiera ça ensemble plus loin. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez interpellant de ne représenter que ces personnages-là comme des personnes grosses. Y a plusieurs choses là-dessus. C'est que, bon, déjà, c'est quelque chose qui a été documenté, c'est que historiquement, il y avait beaucoup de personnes grosses sur les îles polynésiennes. Bon, il faut toujours faire attention avec ce genre d'analyse, hein, parce qu'on peut partir sur des choses assez essentialistes, voire souvent racistes. Et bah, du coup, c'est quand même assez essentialisant en fait de présenter systématiquement les déités polynésiennes de la sorte et de ne pas forcément en faire autant pour les autres, en particulier pas pour les blanches. Et il y a aussi eu un truc, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, je pense que c'est Disney, mais franchement j'en sais rien, je ne regarde pas beaucoup les dessins animés, qui a sorti un dessin animé qui se passait sur les îles polynésiennes, je pense, si je ne me trompe pas. Toujours est-il que ça a créé une espèce de tollé parce que beaucoup de personnages étaient gros et que ça a été perçu par les personnes vivant sur place comme voilà, des gros clichés, quoi. Les producteurs, réalisateurs, autrices américaines qui jamais ne mettraient des personnes grosses dans dans leur production cinématographique, qui du coup vont le faire en mode un peu snobant, voire cliché, comment dire, voilà, avec un fond de racisme, de ne pouvoir montrer que des personnes polynésiennes comme personnes grosses. Donc il y a aussi un fond de grossophobie dans le fait de rejeter ces représentations-là, mais bon, on vit dans un monde grossophobe, donc on a tous intériorisé le truc, évidemment. Et voilà, donc du coup, je trouve ça quand même interpellant sur ces représentations de la grosseur. J'avance, hein, sinon on ne va pas s'en sortir. Le 6, Bast, le jeu, donc vous avez retrouvé la déesse Pélé, la déesse hawaïenne, le conflit, la loyauté, vous avez vu ça. 7 de flamme, la victoire. Donc vous voyez hein, qu'on est quand même là plutôt sur un thème... une interprétation assez libre des bâtons, ça a quand même été pas mal recadré. On raconte vraiment une autre histoire. Il y a des cartes qui représentent pas mal ce qu'on voit d'habitude dans le tarot et d'autres complètement autre chose. Comme ici le Bernotte avec le 8, qui est un mot-clé qu'on va souvent plutôt associer au 10, et, en tout cas pas du tout au 8 où on mobilise d'autres choses. Les rentes avec le 9. Et le 10, la aura. Alors, on passe aux coupes avec la jeune fille, c'est le signe des poissons. On a Mami Watu, la sirène. Là, on a le cancer avec Namu. Et ici, on a le scorpion avec du coup la vieille femme. Et on a Hécate. Et on a une faute de frappe qui n'est pas dans le livret. On a un R à la place du T. Vous savez certainement ce que je pense du fait de représenter Hécate en vieille dame sous cet aspect-là en particulier, alors que dans l'Antiquité, elle était conçue comme une déesse dite vierge, donc une jeune femme, et aussi une mère, genre la mère de certaines sorcières, en particulier... voilà, à mesure que cette déité est devenue de plus en plus associée à la sorcellerie, mais le fait de la voir comme une vieille dame est quelque chose qui est plutôt contemporain, qui vient des travaux de Robert Graves en particulier, je pense aussi de trucs là, Crowley, mais
Voilà, c'est toujours un peu perturbant. Après, comme certaines personnes m'ont dit, et comme certaines autrices le défendent, dans le côté la sagesse de leur sorceleuse, des sorcières, etc. Et Kat correspond bien à ça. Oui, si on fait une analyse psychologique où on attribue certaines vertus à des âges de la vie, certes. Moi, je trouve ça toujours un peu dommage de penser ça. Je trouve ça à la limite de l'agisme, donc personnellement ça me parle moyen, mais bon, là pour le coup la représentation des Cats me convient tout à fait, j'ai pas à m'en plaindre en tant que fille des Cats. Alors le happiness, être heureuse, le bonheur, avec le 1 de coupe, le 2 de coupe, c'est le whirlpool en anglais, le tourbillon. Le 3 de coupe vers binding, c'est connexion, bonding en anglais. Donc le fait de nouer des liens. Désolée, vous pensez peut-être que j'ai l'air crédible avec mon accent néerlandophone, mais s'il y a des flamandes ou autres qui me regardent, vous savez que mon accent est en fait à chier. Bah oui, c'est pas parce qu'on a une connaissance passive d'une langue qu'on la parle, malheureusement. Chagrin avec le 4 de coupe, regardez, c'est vraiment une image qui ressemble très très fort au 5 de coupe habituel, c'est impressionnant. Quoi qu'il y a quand même dans les 3 coupes versées, celle qui reste droite derrière, quelque chose qui fait penser au 4 aussi. Le 5 c'est la tempête, le 6 c'est la compassion, le 7 c'est la jalousie, le 8 de coupe c'est le retrait. Le 9 de coupe, c'est Kuan Yin. Encore une fois, les roses, c'est très très flagrant quand on regarde d'autres versions du jeu, que les couleurs sont beaucoup plus fades ici. Mais bon, enfin, ça reste... je trouve ça vibrant malgré tout, c'est juste que quand on voit les autres versions, ça pâlit en comparaison. Alors, le 10 de coupe, l'extase, le royaume d'Inanna. Comment on dit ça en anglais du coup? On va checker. Inanna's House of Heaven, la maison du paradis de Inanna. La jeune femme de l'âme, donc on arrive dans les lames qui sont l'équivalent des épées, blades en anglais, avec les Gémeaux et Hina. La mère de l'âme, c'est la balance, et c'est Skadi, le vent du nord. Je ne peux pas vous jurer que je connais tous les gens dont je vous mentionne les noms, toutes les déités, pardon. Loin de là, il y en a dont je ne connais que le nom, je ne suis pas du tout une spécialiste. Donc voilà, je ne fais pas particulièrement de commentaires sur les représentations ni rien, tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de culture dans ce domaine-là. Voilà, donc là vous voyez à quel point c'est coupé bizarrement, les cartes mal centrées. La vieille de l'âme, c'est donc le Verseau. Et on a Excel, la femme aigle, si je ne me trompe pas. Eagle Woman, voilà. Alors, le 1 de l'âme, la Sibylle. La Sibylle, le 2, mot, analyse. Le 3, focus. Voilà, c'est très très différent du 3 d'épée traditionnel. Encore une fois, des images qu'on a bien en tête, donc on voit à quel point ça diffère. Celle-ci, elle nous fait énormément penser aux 2 d'épée, sauf que c'est le 4. Et on a Misleading. Diesel, tu n'es pas obligé de venir foutre le bordel, mon chat. La Deception en anglais. Donc, comment on dirait ça? Misleading, c'est donner une fausse direction, comment on appelle ça? Et Deception, c'est aussi, c'est tromper, c'est la tromperie en fait. Je pense qu'on dirait ça en français. L'ouragan dans le 5, la manipulation avec le 6, là c'est vraiment typiquement le genre de carte que si vous voyez le 6 de bâton d'épée du tarot de Thoth, vous trouvez vraiment une référence à ça, sauf que regardez bien où sont les lames, c'est la double hache, je pense qu'elle a un nom particulier, qui est un symbole que les lesbiennes se sont beaucoup réappropriées à cette époque-là, dans les années 70-80,
surtout les lesbiennes radicales et les lesbiennes séparatistes. Alors là, je ne suis pas rentrée dans les spécificités de notre histoire, qui est pourtant fort intéressante. Je pense que c'était une référence aux Amazones. Enfin, il y avait toute une théorie autour de ça. Puis, vous voyez, ça nous rappelle le rond aussi, hein, cette double H. Mais franchement, je ne sais plus là, tout de suite. Je ne vais pas me lancer dans des analyses. La méditation avec le 7 d'épée. Avec le 8 d'épée, on a Okshma, les décisions en anglais. Le 9 d'épée, ça donne en anglais criticism, donc les critiques. Rattle, le 10 de l'âme, ça donne the rattle en anglais. Je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Peut-être le conseil, parce que on dirait que la racine vient de ça, mais je ne suis pas sûre. Continue. Donc, on arrive au pentacle, qui n'ont donc pas changé de nom, avec la jeune fille de pentacle, donc la Vierge, hein, on est dans l'archétype Vierge, Mère, Vieille Dame, Crone. Donc là, pour le coup, c'est le mot est le même, puisque c'est le symbole, le signe de la Vierge en astrologie, avec l'Ada. La mère de pentacle, c'est le taureau, avec la grande mère au grain, la mère aux céréales. La vieille dame de pentacle, Steinbock. Qu'est-ce qu'il nous reste comme signe de... Je deviens fatiguée, je ne sais même plus ce qu'on n'a pas encore fait, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Capricorne, pardon. Le pass-away, la femme buffalo. Le 1 de pentacle, Nukwa. Le 2 de pentacle, l'équilibre. Et les bull leapers, du saut de taureau. Est-ce que ça a un nom particulier en français? Le 3 de pentacle, je n'ai pas encore lu non plus ce truc particulier. Ah oui, c'est cette idée que on a des rituels à la déesse mère qui sont liés à ça. Souvent, on associe ça à Cybèle. Non, je pense qu'il n'y a pas de mention de Cybèle ici. On voit ça souvent dans les tenantes de cette théorie d'une tradition matrifocale autour des déesses, etc. Il y avait des rites comme ça auprès de certaines déesses mères, en particulier. Les symboles font un peu grec ou peut-être étrusque, mais je pense qu'en particulier autour de Cybèle, qui a quand même vraiment beaucoup voyagé comme déesse, hein, avant d'être jusque chez les Romains. Le 3 de pentacle, Aruru, Clay Mother, c'est Clay en anglais, c'est la mère d'argile. Peut-être on dirait la potière aussi, je ne suis pas certaine pour la traduction. Le 4 de pentacle, c'est la sécurité. Le 5, c'est le tremblement de terre. Le 6, c'est le succès. Moi, du coup, ça fait partie des choses que je vais trouver un peu bizarres, hein, dans ce genre de jeu. C'est quand on ne voit pas forcément des handicaps visibles dans les personnes qui sont représentées. Et puis là où on en voit, c'est quand c'est paralympique, quoi. C'est ces personnes handies qui sont dignes d'être montrées, que si elles se surpassent, qu'elles servent d'inspiration aux personnes valides, hein, ce qu'on appelle dans la théorie, les théories du handicap et l'activisme du handicap, le inspiration porn, le porno d'inspiration. Donc voilà, ça c'est quand même vraiment assez étrange pour moi comme carte. J'aurais voulu une variété de représentation du handicap et pas juste celle-là, quoi. C'est comme si les bonnes Andy, c'était celles qui se surpassent et qui ouais, c'est ça, servent d'inspiration. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste... On est à la fin. Le 7 de pentacle, Wardrini, ça veut dire quoi ça? Appraisal. Qu'est-ce que ça peut... Comment on traduit ça? J'ai l'impression d'avoir de la valeur, puis recevoir des louanges, c'est peut-être la satisfaction du travail fini aussi. Peut-être que je galère un peu pour les traductions là à ce stade. Le 8 de pentacle, la personne qui apprend, l'étudiante. Mais en anglais, ils ont choisi d'appeler ça de learner. Donc c'est vraiment, ça met l'accent sur l'apprenante, plutôt. Le 9 de pentacle avec
Madame. Donc vous voyez ce que je voulais dire, hein, sur la représentation des grosses. Et le 10 de pentacle, la récolte. Très belle carte. Alors j'ai essayé, mais là on n'a vraiment pas le temps. Oh, salut, c'est moi. On n'a vraiment pas le temps de faire ça maintenant. Mais j'ai envisagé de faire, vous savez, de comparer tous les 10, comparer tous les 9 et tout, pour voir un peu les motifs qui étaient récurrents et tout ça. Ça va faire partie de mon processus d'apprentissage. Vous savez que j'aime bien faire ça, mais là on n'a vraiment pas l'espace. Mais j'aime bien la notion à chaque fois qu'on a les personnes qui sont en cercle sur les 10, en plus l'écho, la forme circulaire du jeu et tout, c'est vraiment très très chouette, ça me plaît. Pour conclure, je viens particulièrement avec les lectures complémentaires que je vous avais épinglées, mais franchement je pense que j'ai tellement déjà trop de rush et j'aime pas du tout monter les vidéos, donc je vais vraiment faire bref. Donc Monique Wittig, Les Guerrières, c'est vraiment dans le genre roman, c'est toujours très poétique hein, ce que fait Wittig de toute façon. Ce serait bien si je vous montrais un livre que j'avais pas abîmé à ce point. Le fameux cercle. Voilà, je cherche la date surtout pour vous. 75, ah oui, c'est les autres qu'elle a pu... non, 69, la première version. Voilà, c'est dans les années 60, donc c'est vraiment la charnière. C'est avant que Wittig soit dans le MLF et puis dans les Gouines Rouges et tout. C'est incroyable. Mais il y a tellement de choses à lire sur ce sujet, mais je vous invite vraiment à lire ça parce qu'elle travaille toutes ces figures de la mythologie et elle crée des mythologies lesbiennes, mais en allant se plonger dans la mythologie, en particulier la mythologie grecque. C'est très intéressant, c'est pas du tout... Dans la pensée straight, il y a un essai de Wittig qui s'appelle Le Cheval de Troie littéraire, si je ne me trompe pas. Le Cheval de Troie. C'est pas du tout des théories dans les guerrières archéologiques et tout comme l'ont fait d'autres. On est vraiment dans un objet littéraire qui fait un effort pour te souvenir. Souviens-toi, fais un effort pour te souvenir ou à défaut invente. C'est ça, c'est vraiment nous créer des histoires et du coup nous créer du vécu que le patriarcat ne nous aurait pas laissé expérimenter, aurait invisibiliser ou effacer les lesbiennes de par l'histoire et du coup on se crée un passé commun. Je pense que plus que lesbien, là on est vraiment dans cette idée on est plus dans une idée de continuum lesbien comme je vous en ai parlé plus tôt avec Adrienne Rich que je conseille aussi, mais j'ai pas ses ouvrages sous la main là, enfin j'en ai jamais eu sous la main je crois, mais vous pouvez trouver normalement facilement ses essais en ligne. Donc La pensée straight de Wittig, ça a été publié plus tard. C'est très très important je trouve pour comprendre le côté théorique de tout ce qui est ici. C'est une sociologue je crois, hein, Wittig. Women's Studies. C'est trop formidable ce que fait Wittig, alors je rentre pas trop dans les détails maintenant. Et dans le même état d'esprit par contre que Les Guerrières, on a ce petit dictionnaire qui est vraiment trop canon sur justement ce fait de créer quelque chose. Je suis sûre que si on cherchait certains des mots qu'on a évoqués aujourd'hui, on trouverait des définitions tellement poétiques et formidables. Je cherche le cercle du coup, cerceau. Je ne veux pas faire ça, sinon on va pas s'en sortir. Donc sur la question des sorcières, pourquoi les féministes se sont pour certaines réappropriées la sorcière, les sorcières, l'histoire des sorcières pour en faire le symbole de la lutte des femmes. Il faut comprendre l'histoire telle qu'elle a été écrite par Silvia Federici, ça s'appelle Femmes, corps et accumulation féministe primitive. C'est quand même plutôt... je pense pas que c'est un ouvrage académique, et même s'il est agréable, je crois qu'il est quand même assez ardu, mais... il y a vraiment à comprendre le raisonnement au lieu d'avoir des super gros clichés antiféministes. J'en ai un peu ma claque, hein, moi, des clichés antiféministes. Là, c'est un exemple ici d'un ouvrage que j'ai trouvé en seconde main, qui est un peu sur tous ces clichés lesbiens. Elle n'est jamais citée nulle part, mais alors ça, c'était marrant pour moi de regarder tous les ouvrages et tout ça. Dans leur bibliographie, les gens ne se citent pas entre eux. Je pense qu'il y a beaucoup de conflits. Juste...
c'est tellement des clichés sur ces mythes des origines lesbiennes, la théorie des origines amazones, ça a été très en vogue à une époque et tout ça. Voilà. Ça a l'air un peu perché comme truc, mais c'est aussi représentatif d'une époque. Alors là, c'est vraiment ironique parce que j'ai pas lu du tout, quoi. Juste pour vous montrer un peu les théories. Alors, Reclaim, recueil de tests écoféminisme. Si vous voulez comprendre l'histoire de la figure de la déesse, de l'écoféminisme, qui du coup va lire ensemble l'oppression des femmes et l'oppression de la nature, sans forcément tomber dans l'essentialisme, comme le dit très très bien l'avant-propos ou l'introduction de Emily H. C'est une traduction de termes de textes fondamentaux, particulièrement américains, mais je pense pas que. Et voilà, c'est juste super important d'aller au-delà des clichés, d'essayer de comprendre la chose. Donc je pense que la table de matière elle est à la fin. Ça j'en ai marre quand on fait ça. Je comprends pas pourquoi on met pas les tables de matière au début, les francophones me font chier. Bon, n'oubliez pas que ceci dit, tout est super intéressant aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière. Il y a plein d'autres choses, mais j'ai prêté beaucoup de mes ouvrages, alors j'ai pas beaucoup de choses. J'ai pas tout lu, mais je me suis dit, ah, ça c'est pourquoi les femmes ont besoin de la déesse, réflexion féminologique, psychologique et politique, et ça m'a fait penser que Carol Christ, elle fait aussi partie des contributrices à un blog qui s'appelle Feminism and Religion, je pense. Je checkerai et je mettrai le lien en dessous, qui peut nous permettre un peu mieux de comprendre aussi que sont devenues toutes ces femmes, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, et quand elles se revendiquent d'un mouvement de la déesse. C'est de la guimauve, c'est tout doux la guimauve. Voilà, alors je me suis dit, ah, j'ai quand même quelques trucs qui sont super intéressants dans ce que j'avais mis en évidence. Je vais discuter des 4 aspects du symbolisme de la déesse. La déesse comme affirmation du pouvoir féminin, le corps féminin, la volonté des femmes et les liens entre les femmes, et la question de la transmission. Il existe bien entendu d'autres significations de la déesse que j'évoquerai pas ici. Je trouve que là-dedans, où c'est le petit préambule au reste de son ouvrage, avec des références à Momo, parce qu'on parle pas de Wittig forcément partout, est quand même un peu intéressant pour comprendre c'est quoi ces approches de ces féministes-là, de la déesse. Sinon, évidemment, je recommande chaleureusement Starhawk. Pardi. J'ai cherché parce que je sais qu'elle a beaucoup évolué par rapport au côté si sexiste et tout ça de certaines visions qu'elle avait au début, mais j'ai pas retrouvé. Je suis même pas sûre que du coup c'était ici, c'était peut-être dans l'introduction à son ouvrage Spiral Dance. Donc voilà, mais on recommande chaleureusement. Alors j'ai mis de côté des trucs, mais ça va. Sur le tarot Théa, qui est sorti en même temps que le Daughters of the Moon, il est épuisé pour l'instant, mais il avait été réédité, ça c'est la version rééditée. On a un ouvrage qui va avec, qui pour le coup doit pas être épuisé, qui le réinterprète avec l'accord de la créatrice dans une optique plutôt queer, et donc du coup c'est quand même vraiment intéressant. Justement, la transmission elle est au cœur de ce féminisme là, et donc de pouvoir aussi se réapproprier et évoluer avec certaines des limitations des versions de l'époque, c'est trop chouette. Donc je vous parlais de Max Zachou qui alors nous parle comme ça dans certains articles de tous les trucs, mais machin a critiqué ça, on n'est trop pas d'accord avec tel académique et nous blablabla. Franchement c'est intéressant, c'est un peu des querelles comme ça fatigantes, mais c'est quand même éclairant. Je pense pas que j'avais eu l'occasion de vous dire que ce qui m'a attiré vers ce jeu là, au début j'aurais cru qu'il était un peu cliché comme le Mother Piece et donc je m'y étais pas trop penchée, c'est que Crystal de Power Femme Tarot à l'époque publiait sur son Patreon et avait fait une généalogie. Alors comment elle appelait ça? Je vous montre pas, est-ce que du coup c'est imprimé d'un Patreon qui n'est plus en cours. Bon, une généalogie un peu Minority Arcana.
une exploration des jeux de tarot intersectionnels. Et donc ça m'avait bien fait comprendre à quel point ça avait une importance dans le contexte de l'époque et ça m'avait mis la puce à l'oreille que ce serait intéressant. Je pense que j'ai déjà parlé de ce livre-là qui avait aussi été recommandé par Crystal. C'est Feminism's New Age, Gender Appropriation and the Afterlife of Essentialism. Donc le New Age du féminisme, le genre, l'appropriation et l'après-vie de l'essentialisme. C'est très basé sur les études culturelles. Moi, je suis un peu lassée de ça. Je trouve que dans son analyse, l'autrice, elle passe vraiment à côté de beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas juste se baser sur l'analyse du discours. Enfin, bon, bref, ça a ses limites. Mais c'est quand même vraiment très, très intéressant. Alors, vraiment sur la question de l'appropriation culturelle des religions amérindiennes dans la culture du New Age et toutes ces blanches qui se font passer pour non blanches et tout, qui font du marketing de ouf sur des cultures qui sont pas les leurs, au mépris de ce que font les personnes concernées et tout. C'est vraiment super intéressant. L'introduction est intéressante et aussi ce qui est intéressant, ça remet beaucoup en contexte le fait que le mouvement spirit, dès la fin du 19e siècle, ça mettait beaucoup les femmes au cœur et donc ça a été un vecteur d'émancipation et tout, donc ça c'est vraiment trop cool. Voilà, et donc il y a cette partie-ci, la structure de la mémoire préhistorique dans le mouvement américain de la déesse. Je me suis dit que j'allais le relire avant de faire cette vidéo, et puis je me suis dit aussi que si je prenais le temps de tout relire, je ferais jamais la vidéo parce que j'avais envie de tout relire, que rien n'était assez frais dans ma tête. Mais je le recommande beaucoup avec du coup, je répète, c'est des études culturelles et voilà, je trouve que ça manque un peu d'autres approches que les approches qui sont plutôt discursives, mais c'est que ça reste vraiment, vraiment éclairant comme grille d'analyse. Bien évidemment, cette sélection d'ouvrages est une sélection pas du tout exhaustive, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé cette vidéo, ce que j'avais sous la main aussi. Et donc voilà, c'est juste des indications. Après, vous savez, j'ai mes chouchoutes. Hein. Je peux pas ne pas mentionner Silvia Federici dans ce domaine-là. Et voilà, il y a moyen de lire beaucoup d'autres choses et je vous y encourage. Et d'ailleurs, si vous avez des références, n'hésitez pas, sachant que je suis quand même pas vraiment une grande fan de... Vraiment les pamphlets ou les livres qui sont des défenseurs des trucs genre sur la triple déesse ou le féminin sacré, tout ça, faut quand même pas exagérer, hein. Je veux dire, en tant que lesbienne et queer, j'ai suffisamment souffert dans ma vie à cause de ce qui m'a été imposé autour de ce genre de clichés et d'injonctions à la féminité, etc. Et donc voilà, je trouve ça vraiment insupportable à lire, mais du coup... Dans le reste, n'hésitez pas à me suggérer des choses. Voilà, j'avais des milliers de choses à dire sur ce sujet et malheureusement, alors que c'est déjà super long, je ne fais qu'effleurer le sujet. Mais je profite de cette fin de vidéo pour vous dire que c'est avec grand plaisir que j'offrirai, en fonction de mes capacités, 1 à 3 tirages, disons. Avec ce tarot, ce seront des tirages poétiques par écrit, à côté desquels je proposerai un petit commentaire audio, donc pas du tout des trucs en direct, j'ai pas du tout les cuillères pour ça avec mon handicap, comme vous le savez certainement déjà, mais j'ai très envie de me remettre à tirer les cartes pour d'autres, donc voilà, c'est la formule qui me convient pour l'instant. Petit poème d'analyse des cartes, et puis petit audio de 10 à 15 minutes pour vous parler pour développer un peu davantage ce que j'ai vu dans ces cartes-là. Donc ce que je vous propose, c'est de commenter, juste pour dire, je sais pas moi, par exemple, disons Amazon, ça me paraît très bien comme modèle. Si vous mettez un petit commentaire Amazon dans les jours qui suivent la publication de cette vidéo, au bout de quelques jours, je tirerai un nom, ou 3 ou 2, si jamais j'en ai les capacités, pour offrir des tirages. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que maintenant, tout de suite dans la vidéo, au moment où j'aurai fait le montage, j'aurai mis une date précise. Parce qu'à ce stade-ci, je ne sais pas du tout quand je ferai le montage de la vidéo. Donc je ne veux pas vous donner une deadline, mais il y en aura une avec la vidéo, et voilà. Et une fois que j'aurai tiré au sort, je likerai votre commentaire et on prendra contact pour avoir plus de détails, notamment les questions de ma charte et tout ça. Mais pour l'instant, c'est juste une invitation à participer à ce petit concours.
Et voilà, c'est terminé. Donc, mes gros bidous, un grand merci de vous être accrochés et d'avoir suivi cette présentation. J'espère vous avoir surtout donné un peu le goût, beaucoup le goût de l'histoire du féminisme, de la spiritualité féministe et tout ça. Un goût un peu critique, mais quand même, voilà. Du coup, bah, je sais que c'est un jeu qui est pas très très disponible. Alors ça peut être très très frustrant de voir des jeux qu'on peut pas se fournir facilement. Moi j'avoue, au niveau de ma conscience ça va bien parce que du coup j'ai pas l'impression de vous pousser à la consommation. Mais je suis désolée si pour vous c'est genre ah mais ce truc est en néerlandais. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Vous savez que ça dépend un peu des moments, si je réponds bien ou pas bien aux commentaires. Mais bah n'hésitez quand même pas et n'hésitez pas à vous rappeler à moi si je vous oublie. Et à bientôt. Et likez et abonnez-vous et les trucs comme ça, enfin vous savez c'est bien, ça fait du bien, merci, et puis ça donne de la visibilité, comme ça vous ne perdez pas mes dernières prochaines vidéos et bisous 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 bisous, cœur avec les doigts.